Maintenir la température de la planète Terre en dessous de 1,5 degrés Celsius, c'est le vœu de toute l'humanité exposée au réchauffement climatique. Pour aborder cette problématique cruciale pour l'humanité, la RDC et l'Égypte organisent cette année la COP 27, dont les travaux préparatoires pré-COP 27 sont organisés en République démocratique du Congo. Deux segments, à savoir le segment scientifique qui s'est tenu à Yangambi dans la province de la Chopo et le segment ministériel qui se tiendra à Kinshasa en octobre 2022. Venus de 4 coins de la planète, les participants ont réfléchi pendant 3 jours du 5 au 7 septembre pour aboutir à la déclaration de Yangambi. Amis téléspectateurs, ce numéro de 7 jours à RDC vous emmène justement à Yangambi pour en savoir un peu plus sur la pré-COP 27. C'est à bord d'un bateau aménagé pour la circonstance qu'une centaine de délégués participant à la pré-COP 27 ont quitté Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, dans les après-midi de dimanche 4 septembre 2022. Direction Yangambi, cette cité un peu oubliée qui a été choisie par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, avec l'aval du premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Tout cadrant ainsi à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conscient du potentiel que représente son pays, qu'il a évoqué lors de la COP26, a présenté comme pays solution dans cette problématique du changement climatique. De Kisangani à Yangambi, environ 80 km, F. Bazaïba a imaginé ces scénarios de parcourir cette distance sur le majestueux fleuve Congo. Une belle randonnée certes, mais avec un objectif clair. Celui de montrer non seulement aux 160 participants à la pré-COP 27, mais aussi à toute l'humanité entière ce que dispose le pays de Tshisekedi Tshilombo en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Beaucoup en ont profité pour contempler le merveille de ce pays à qui la Providence n'a rien refusé, commençant par ces majestueux fleuves à la forêt de la République démocratique du Congo qui représente environ 65% des forêts du bassin du Congo. Lundi 5 septembre 2022, sur les sites de l'INERA Yangambi, le segment scientifique de la pré-COP 27 a été lancé à l'esplanade du Grand Bureau de l'Institut national d'études et de recherche agronomique. Alors que Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pouvait bien abriter ses travaux, le site de Yangambi en a été choisi, une cité où tout en termes d'infrastructure fait défaut. Qu'est-ce qui a justifié le choix de Yangambi pour abriter le segment scientifique de la pré-COP 27 ? J'interviens très brièvement pour préciser la raison pour laquelle la République démocratique du Congo a choisi la réserve de la biosphère de Yangambi pour abriter les segments des scientifiques des travaux préparatoires de la COP 27. Deux raisons peuvent être avancées. Il s'agit de l'historique et d'ordre prospectif. Sur le plan historique, la concession de Yangambi fut instituée par un arrêté royal belge du 22 décembre 1933, avec une superficie d'environ 629 700 hectares, située à cheval sur le majestueux fleuve Congo. Elle fut dès lors intégrée au domaine public de l'État et sa gestion confiée à l'Institut national pour l'étude agronomique du Congo belge à l'époque, aujourd'hui INERA, sous les tutelles du ministère de la Recherche scientifique. Celle-ci est une des plus importantes institutions de recherche agronomique sur le plan international, employant jusqu'à plus de 350 chercheurs venant du monde entier pour y étudier l'agriculture et le climat tropical. Après plusieurs travaux de recherche axés sur la géologie, l'agrologie, la climatologie, la botanique et la foresterie, la concession de Yangambi fut officiellement instituée comme réserve forestière naturelle par l'ordonnance du 23 novembre
1939 du gouverneur général du Congo. À cette occasion, sa superficie fut réduite à 230 000 hectares. Sous le thème « La contribution de la forêt du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique, état des lieux et perspectives », la pré-COP 27, organisée en prélude de la COP 27, prévue en Égypte en novembre 2022, a été lancée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Le chef du gouvernement congolais a, dans son mot des circonstances, rappelé les engagements pris par la République démocratique du Congo face aux enjeux de changement climatique. C'est un honneur pour notre pays, la République démocratique du Congo, d'accueillir le Forum international des scientifiques sur les forêts du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux de la planète face au changement climatique sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce jour, Yangambi, une localité du territoire d'Issangi, dans la province de la Chopo, a l'opportunité d'accueillir les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP 27, du 5 au 7 septembre 2022. En effet, la République démocratique du Congo a ratifié à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et l'accord de Paris en 2017. À cet effet, la République démocratique du Congo s'est résolument engagée à prendre des mesures urgentes pour atténuer ces émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux effets des changements climatiques, conformément à l'article 41 de l'accord de Paris. Elle a également soumis ses 3 premières communications nationales sur le changement climatique à la Convention cadre des Nations Unies, respectivement en 2001, en 2009 et en 2015, et est en train de préparer sa 4e communication nationale et finaliser son premier rapport biennal actualisé. Le changement climatique est aujourd'hui le phénomène au centre des enjeux économiques, politiques et environnementaux, à cause duquel les États sont appelés à poser des actions concrètes en vue d'éviter le cataclysme climatique planétaire que président les experts. Face à la triple crise planétaire, changement climatique, perte de la biodiversité et pollution, la République démocratique du Congo se présente désormais comme pays solution. La vision de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le changement climatique est de promouvoir une économie verte, résiliente et à faible émission de carbone, en gérant rationnellement et durablement ces importantes ressources naturelles, afin de garantir l'équilibre écologique et le bien-être social, économique, culturel et environnemental de sa population. Il s'est donc avéré crucial de rassembler les scientifiques spécialisés dans les questions des forêts, ressources en eau, changement climatique, finances climatiques et des disciplines connexes. Cependant, les réflexions des scientifiques ne se limiteront pas qu'au bassin du Congo, mais s'étendront également aux autres bassins tropicaux de la planète, notamment les bassins de l'Amazonie et de l'Indonésie, lesquels rendent les mêmes services écosystémiques à l'humanité et sont souvent confrontés à des problèmes similaires de protection et de préservation. La conférence
vise à réfléchir sur la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique et sur les stratégies visant leur protection et préservation au regard des moteurs directs et indirects actuels de déforestation. Je fonde l'espoir qu'au sortir de ce forum international, des options pratiques, politiques et scientifiques innovantes seront proposées en vue de renforcer la conservation et la sauvegarde de ces écosystèmes. Scientifiques, représentants de gouvernements et organisations non gouvernementales, les organismes internationaux, environ 160 personnes venues de 4 coins du monde ont répondu présentes à ces travaux préparatoires de la COP27. Un rendez-vous hyper important qui définit les stratégies face aux dangers auxquels est exposée toute l'humanité. La pré-COP27 a donc été une occasion d'aller au-delà de passions qui a toujours animé la question de réchauffement climatique. Elle a évalué, preuve à l'appui, le potentiel que regorge la forêt de Yangambi, de la République démocratique du Congo et des autres forêts tropicales. Un vrai débat qui va orienter les prises de position de tous les acteurs engagés dans ces combats. C'est une initiative très louable. Très louable parce que le bassin du Congo, le bassin d'Amazonie, le bassin du Bornéo-Mekong, c'est des grands couverts forestiers avec tout ce que ça renferme comme écosystème, avec tout ce que ça peut engranger comme biens et services environnementaux, et ensuite avec le rôle que ces 3 grands bassins jouent pour l'équilibre mondial, surtout la lutte contre les changements climatiques. Vous avez les politiques d'un côté qui se retrouvent de temps en temps pour discuter de l'avenir de la planète sur le plan politique. Vous avez les économistes d'un côté, parce que tout cela a un coût, l'atténuation a un coût. Mais ensuite, il faut des scientifiques qui donnent des renseignements objectifs sur le rôle exact de la forêt pour ce qui concerne les changements climatiques. À ce jour, on était habitué de manière un peu passionnelle à dire le bassin du Congo contribue à l'équilibre mondial climatique, le bassin du Congo, mais c'est encore mieux de le dire lorsque nous avons l'outil scientifique qui prouve naturellement que le bassin du Congo demeure un puits de gaz à effet de serre. Le bassin du Congo, le bassin amazonien, le bassin du Bornéo-Mekong ne deviennent pas des sources d'émissions. Si telle est que la tendance nous amène à cela, quelles sont les démarches qu'il faut faire? Quel genre de mécanisme, de politique, de mesures qu'il faut prendre pour qu'il en soit ici. Voilà un peu l'objectif de cette rencontre. Pas me demander à moi, maintien la forêt, parce que ça joue un rôle pour la lutte contre les changements climatiques. Si en retour, il n'y a pas d'alternative, on ne propose pas. Donc on a besoin de ressortir tout ça de manière générale, le rôle de la communauté locale qui vit de la forêt. Qu'est-ce qu'on leur propose en termes d'alternatives? Les scientifiques, les universitaires qui ont besoin de renforcer leur laboratoire pour continuer à améliorer leurs connaissances de notre couvert forestier. D'accord? Parce qu'un arbre, il parle, il grandit, il pousse, il grandit, il meurt. Et dans sa mort, ben, c'est des émissions qu'il provoque. Alors comment les choses doivent être comprises, comment les choses doivent être... quel type de sensibilisation il faut au niveau des populations. Et cette sensibilisation doit être fondée sur quoi? Donc c'est tout ça, vraiment l'outil scientifique, c'est l'outil par excellence d'accompagnement dans notre situation pour ce qui concerne les négociations. La COP arrive, comme on peut le lire derrière moi, nous sommes en phase préparatoire. Donc on a besoin d'aller à Sharm el-Sheikh, en Afrique, en Égypte, c'est la COP africaine, comme ce fut le cas à Marrakech, où les pays d'Afrique aussi s'étaient retrouvés, mais ça c'était sur le plan politique, et là nous sommes sur le plan scientifique. Là ensuite, le mois prochain, je crois, c'est les hommes politiques, les ministres qui vont se retrouver à Kinshasa pour donner la voie aux conclusions d'ici.
Voilà, donc autant dire que cette rencontre était très importante. Elle est très importante et c'est vraiment important ensuite de continuer à multiplier ce genre de rencontres. Et il n'y a pas que le fond bleu. Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique, de manière générale, a pris un certain nombre d'initiatives. Le fond bleu, ça c'est au niveau du bassin du Congo, parce que nous parlons de la forêt. Il y a le secteur halieutique, avec tout ce que ça renferme comme écosystème, avec tout ce que ça apporte comme valeur en matière de services environnementaux et le rôle que ça peut jouer de manière générale quand on parle d'écosystème forestier. Il y a l'écosystème aquatique, bien sûr, qui est impliqué. Et c'est sur la base, et quand on regarde, on parle de bassin, ça veut dire tu as le Gabon qui est drainé par l'Ogooué, tu as le plus long fleuve après l'Afrique, après l'Amazonie, c'est le Congo. Donc, tous ces bassins, ça veut dire que tout, c'est ce qui est derrière là, ça a un rôle à jouer. Et lorsque le président s'assoit après sur lui, avec les autres chefs d'État, d'initier le fonds bleu, c'était une façon de valoriser nos bassins. Et en même temps, puisqu'on parle du couvert de manière générale, comme je le disais tout à l'heure, mais ce qui est dommage, c'est qu'une telle initiative aujourd'hui n'est pas vraiment suivie par la communauté internationale, encore moins les pays annexes 1. Alors que ce qu'on demande dans les négociations, parce que les piliers retenus au niveau de la Convention, c'est les renforcements des capacités, c'est les financements, les transferts de technologie. Voilà les piliers clés. Et lorsque nous avons besoin de nourrir, de garantir la survie de nos bassins, de nos forêts, il faut un financement. Au-delà, comme je disais, le fonds bleu, ça c'est au niveau du bassin du Congo, mais en Afrique de manière générale, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées. L'initiative africaine pour l'adaptation, statu quo. L'initiative africaine pour l'agriculture, statu quo. L'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Voilà le soleil, ça peut alimenter, voilà le fleuve Congo, ça peut alimenter un certain nombre de pays d'Afrique à partir d'un barrage. Donc, tout cela, on ne peut pas dire qu'il faut que les pays contribuent chacun. C'est vrai que, comme on dit, responsabilité commune mais différenciée, mais nous avons ce potentiel. Sarkozy avait déclaré en 2009 à Copenhague que la forêt est un patrimoine, mais ce patrimoine qui le garde. Vous me demandez de garder le patrimoine de l'Afrique et vous ne me nourrissez pas. Il faut qu'on s'inscrive dans ce contexte. Dans ce cadre précis, je voudrais quand même me rappeler que la perturbation du système climatique à un endroit donné a des répercussions de façon générale sur tout le groupe, sur toute la planète. Et quand c'est comme ça, ça voudra signifier que la lutte pour la restauration de notre système climatique ne doit pas être l'apanage d'une seule communauté ou bien d'un seul pays. Ça voudra dire que tout effet que nous exerçons à un endroit précis du globe émet des conséquences sur toutes les communautés, toutes les espèces vivantes de la planète. Alors, lorsque nous demandons à une communauté, surtout les peuples autochtones, de ne pas faire la pression sur les ressources naturelles, pour moi, ce n'est pas une demande en tant que telle. C'est une manière de leur rappeler qu'il faut exercer moins de pression sur les ressources naturelles et parce que lorsque nous travaillons à restaurer le système climatique, c'est pour notre bien, c'est pour le bien commun de tous, non seulement pour la génération présente, mais celle qui vient après. Maintenant, pour moi, je pense qu'il faut faire des compromis. Lorsque nous demandons à la communauté locale et des peuples autochtones de ne pas exercer trop de pression sur les ressources naturelles, alors qu'elles dépendent de ces ressources. Lorsque nous parlons de moyens d'existence, il faut faire des compromis. Les compromis, c'est quoi? Trouver des sources de motivation financière, des alternatives pour pouvoir leur permettre d'augmenter la productivité, de stabiliser le moyen d'existence, histoire de ne pas être menacé par les effets de réchauffement climatique. Ainsi, moi je suppose qu'il y a beaucoup d'opportunités en ce qui concerne les fonds. Il y a les fonds climatiques multilatéraux, il y a les banques multilatérales de développement qui aujourd'hui s'investissent également dans le domaine du changement climatique au niveau de l'adaptation comme l'atténuation. Mais il faut encore aller plus loin. En faisant les compromis, il faut satisfaire les populations qui détiennent les ressources qui permettent
de lutter contre le changement climatique. Et c'est d'ailleurs l'objet pour lequel nous sommes là. Je suppose la végétation, la forêt, ici au Congo, en RDC, c'est quand même un atout pour lutter efficacement contre les changements climatiques. À travers la séquestration du carbone, je pense que la communauté internationale doit pouvoir quand même jeter davantage de regard vers cette communauté qui détient ces ressources naturelles-là en investissant à fond, en mettant à disposition des fonds climatiques spéciaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là. Ce que nous avons fait depuis 2 jours aboutit à la déclaration de Nyangambi et qui va permettre à ce que nous accélérons la lutte contre le réchauffement climatique bien sûr en captant les moyens financiers pour pouvoir satisfaire les communautés et à les sortir de l'extrême pauvreté. En choisissant les sites de Nyangambi pour abriter la pré-COP 27, F. Bazaïba Massoudi a voulu par ailleurs sortir Nyangambi de son isolement. Une cité flamboyante à l'époque coloniale et les années après l'indépendance. Nyangambi est en ruine. Toutes les constructions datant de l'époque coloniale sont dans un état de délabrement très avancé. Aucune infrastructure n'est plus en bon état. Des maisons de cadre de l'INERA en passant par l'hôpital général de Nyangambi avec 16 pavillons, dont un seul bien que fonctionnel, mais dans un état qui suscite pitié. Malgré son apport déterminant dans la lutte contre le réchauffement climatique, la réserve biosphère de Nyangambi est tout simplement dans un état déplorable. Vous savez, les travaux de Nyangambi, leur intérêt, ce n'est pas seulement pour la population de Nyangambi, ce n'est pas seulement pour la RDC, pas seulement pour le bassin du Congo, c'est pour l'humanité tout entière. Maintenant, le besoin de la population de Nyangambi, c'est qu'on prenne en compte cette population en qualité de protecteur justement de cette solution basée sur la nature que recherche l'humanité pour faire face aux enjeux du climat. Si on considère aujourd'hui que Nyangambi, c'est l'un des échantillons de la RDC Pays Solutions, alors les protecteurs de ces forêts, les protecteurs de ces ressources en eau, les protecteurs de cette biodiversité qui constitue la population a droit à une compensation pour permettre justement à l'humanité à atteindre l'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius et aussi à expérimenter l'adaptation. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre au travers des assises comme celle-ci à ce que la République démocratique du Congo ait la facilitation d'avoir accès aux fonds pour l'adaptation. Ça constitue les fonds verts, ça constitue les fonds climat. C'est ce que je dis, nous sommes des gardiens des forêts. Si on ne nous donne pas l'alternative par rapport à notre vie quotidienne, de notre système traditionnel d'agriculture, qui aujourd'hui est constitué des moteurs de déforestation, donc si les moyens ne sont pas donnés en termes de nouvelles techniques de culture, en termes de financement qu'il faut pour les semences améliorées, etc., ben, nous serons obligés de faire d'habitude ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous nous demandez de garder nos forêts sans qu'il y ait d'alternative. Ben, un gardien a droit aussi de manger, un gardien a droit de se soigner, un gardien a droit d'amener ses enfants à l'école, etc. En dehors de l'agriculture, je prends le cas des soins médicaux. S'il n'y a pas des centres de santé adéquats, ici, dans des cités comme Nyangambi ou ailleurs, partout où il y a la forêt, qu'est-ce que moi je vais faire parce que je vis là-bas? Mais je vais aller recourir aux racines, aux écorces, aux feuilles, n'est-ce pas, pour me soigner. Je ne vais pas me soigner seul. Si moi je suis guéri, je vais faire ça pour toute la République. Alors nous allons déforester complètement. Donc ça fait partie des programmes d'adaptation dont les fonds tardent à venir. Lorsque nous demandons les fonds climat, lorsque nous demandons des fonds verts ou des fonds d'adaptation, comme on le dit, ce n'est pas en termes de dons. Non, ce n'est pas en termes de... C'est un droit pour nous par rapport au service que nous rendons à l'humanité. C'est un droit, nous devons quitter progressivement l'aide au développement vers un partenariat gagnant-gagnant. La République démocratique du Congo ne peut pas être soumise à des programmes d'aide humanitaire de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, alors qu'à travers le crédit carbone, nous pouvons avoir des millions de manière honorable, pas en termes de mendicité, pour que nous puissions venir en aide à notre pays cette fois-là avec des infrastructures sociales qu'il faut. Au lieu qu'on commence à nous donner des miettes, des programmes à saupoudrer,
pendant ces temps, l'humanité profite de notre potentiel environnemental. Vous savez, c'est quelque chose d'important. J'aimerais que vous puissiez marteler. Dans le monde, en termes de pollution, le G20, les pays qu'on connaît, sont responsables de 80% des pollutions mondiales. L'Afrique, dans son ensemble, n'est responsable qu'à l'arrondi de 4% des pollutions. Les 16 autres pourcents, ce sont des pays à industrie intermédiaire. Si l'Afrique est responsable de 4% seulement des pollutions, la RDC, c'est combien? C'est minimal, c'est le résultat que j'attends des réunions des scientifiques. Par contre, la RDC est victime de pollution, mais c'est la RDC qui donne la réponse. Quand je parle de la RDC, je parle du bassin du Congo. Et nous sommes très contents de voir que l'après-COP 27 se tient dans le parc de l'INERA qui se trouve à Yangambi, dans la province de la Chopo. Et nous, comme habitants de cette région, nous pensons que nous allons sortir des oubliettes. Et dans la mesure où, en fait, Yangambi, c'est un patrimoine culturel important qui est resté pratiquement dans les oubliettes, personne n'en parle. Avec l'arrivée des scientifiques et des acteurs politiques qui viennent de différents horizons, nous pensons que tout le monde saura que Yangambi, c'est un patrimoine de l'humanité qu'il faut préserver. Et nous, comme pasteurs de l'Église catholique, nous voulons nous souscrire à la suite du Saint-Père, le pape François, qui prône beaucoup la sauvegarde de notre maison commune, la sauvegarde de la planète qui est menacée par les activités humaines qui provoquent ainsi le réchauffement climatique, les changements climatiques avec des impacts négatifs sur l'humanité. Et nous pensons qu'à partir de Yangambi, la voix des communautés locales et des communautés scientifiques pourra atteindre les décideurs pour qu'ils puissent prendre au sérieux cette menace que nous enregistrons par rapport à notre planète Terre. Merci. La pré-COP 27 a par ailleurs été une occasion pour les participants de visiter la tour de flux de Yangambi. Cet instrument qui permet de comprendre au mieux la contribution des forêts tropicales à l'atténuation du réchauffement climatique mise en place avec la collaboration de l'Université de Gand, de l'INERA, des CIFOR et d'autres partenaires. Les 3 jours de discussion entre scientifiques, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les communautés locales ont suscité les débats des fois houleux entre les participants. L'épineuse question de financement à la lutte contre le réchauffement climatique n'a donc pas été évitée, mettant devant leurs responsabilités les grandes puissances premières sur la liste des pollueurs. Le changement climatique, ça affecte nous tous. Et les pays pollueurs, les pays riches, ont la plus grande responsabilité pour ce qui se passe dans le monde. Et on voit partout les conséquences. On voit la sécheresse en Chine, on voit les inondations en Pakistan, on voit partout, aussi en Europe. Alors c'est une responsabilité de nous tous d'adresser le problème. Et ici à Yangambi, les 3 jours, on a participé dans une réunion scientifique qui est en préparation pour la réunion politique. Et c'était les scientifiques qui ont réfléchi, qui ont partagé leurs recherches, qui ont partagé leur monitoring de ce qui se passe. Et là, il arrive à des conclusions sur la pertinence des facteurs qui menacent les forêts, qui menacent les tourbières. Mais aussi, ils viennent avec des propositions pour le financement. Alors là, il y a déjà l'accord de Paris, le COP 21, où les pays riches ont promis dans cet accord une contribution de 100 milliards de dollars par an pour adresser les défis climatiques. Et jusqu'à maintenant, cette promesse n'a été pas matérialisée. Alors c'est un des points pertinents, on trouve, pour discuter dans le COP 27 qui se
au mois de novembre en Égypte. Alors on dit que c'est le COP africain et ici aujourd'hui et le jour à Yangambi, on a vu quelques préparations pour les points à discuter. Et parmi les points pertinents, c'est le financement. Et le financement, ça c'est plus que seulement les 100 milliards de dollars de Paris. C'est aussi, comme les scientifiques ont identifié, quelle est la contribution juste et équitable des pays riches pour ce qui se passe en tant que conséquence dans les pays africains. La pré-COP 27 s'est clôturée mercredi 7 septembre 2022 avec la déclaration de Yangambi. Celle-ci souligne entre autres l'urgence d'améliorer la gouvernance des aires protégées, notamment par la gestion participative et la mise en œuvre effective de plans de gestion, le développement de mécanismes de financement durable, l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines grâce au partage équitable de bénéfices et le renforcement de la sécurité et autour des aires protégées. Préoccupés par la déforestation et la dégradation des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux en raison de la pauvreté, de la faible diversité énergétique, des pratiques de culture itinérantes sur bruit forestier, des activités extractives, minières et exploitation forestière, et de l'urbanisation anarchique, entre autres, dans un contexte de croissance démographique galopante, reconnaissant que les forêts du bassin du Congo et celles des autres bassins tropicaux abritent une méga biodiversité planétaire qui fournit divers services écosystémiques, notamment la régulation du cycle hydrologique, la production de la nourriture, des médicaments, des matériaux de construction et de cuisson, la réglementation de la résilience des climats local et global, d'hydroénergie, entre autres, qui assure la survie des communautés locales et des peuples autochtones ainsi que de toute l'humanité. Conscient que de ces forêts améliorent la résilience face aux impacts négatifs du changement climatique, notamment en réduisant les émissions mondiales des gaz à effet de serre, en séquestrant les carbones atmosphériques, en réduisant les débits et l'assèchement des cours d'eau, la rupture du cycle hydrologique, la perte de la biodiversité floristique et faunique et l'extension des espèces endémiques, en favorisant l'émergence des maladies humaines, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à l'échelle globale, nationale et régionale. Les communautés locales du bassin du Congo et celles des autres bassins tropicaux ne sont pas conscientes des risques environnementaux découlant de l'exploitation et de la gestion non durable des ressources forestières et des faibles moyens pour des activités de prévention et de mitigation des risques associés. Et que la pauvreté des communautés locales est à l'origine de la dégradation de l'environnement, générant ainsi un cercle vicieux où pauvreté et dégradation de l'environnement s'entretiennent mutuellement. En dépit du fait que les pays des bassins du Congo et des autres bassins tropicaux soient dotés d'un cadre juridique et réglementaire susceptible d'encadrer une gestion durable de leurs ressources forestières, ils ne bénéficient pas encore d'une contrepartie équitable découlant des efforts de la préservation de leurs ressources forestières. Le pacte climatique de Glasgow, conclu en novembre 2021, a invité les scientifiques à s'efforcer de mieux comprendre et expliciter les impacts mondiaux, régionaux et locaux du changement climatique et à proposer des options et des stratégies de réponse appropriées. Il y a, spécialement dans les bassins du Congo, un fonds bleu pour les bassins du Congo, soutenu par tous les pays du bassin, mais qui doit être abondé. Sachant que le gouvernement de la République démocratique du Congo a obtenu des scientifiques réunis à Yangambi des données et des informations pour évaluer la valeur des écosystèmes des pays du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux, et surtout des moyens efficaces d'améliorer leur protection pour mieux contribuer à la lutte contre les changements climatiques à l'ère d'une approche de partenariat gagnant-gagnant avec tous ceux qui sont soucieux de sauver notre planète. Enfin,
conscient de la nécessité d'améliorer les connaissances des forêts tropicales humides en renforçant la recherche dans ce domaine, déclarons ce qui suit. En matière d'aires protégées, l'urgence d'améliorer la gouvernance des aires protégées, notamment par la gestion participative et la mise en œuvre effective des plans de gestion, le développement des mécanismes de financement durable, l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines grâce au partage équitable des bénéfices et le renforcement de la sécurité autour des aires protégées. En matière de forêts et biodiversité, la nécessité de réaliser le monitoring et de développer des indicateurs sur la santé des forêts et de la biodiversité animale et végétale. Mettre en œuvre des stratégies de promotion et valorisation des produits forestiers. Mobiliser des financements durables pour garantir l'appropriation communautaire du processus de foresterie communautaire. Le développement local des compétences pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans simples de gestion. La valorisation des services écosystémiques, la sécurisation des droits fonciers et forestiers des communautés locales et des peuples autochtones, le partage équitable des bénéfices et l'intégration des concessions forestières communautaires locales dans le processus global d'aménagement du territoire. En matière de gestion des sols, l'urgence d'appuyer les études d'évaluation et cartographie des sols dégradés, d'appuyer l'évaluation et la cartographie des stocks de carbone dans les sols, d'appuyer les études axées sur agroforesterie, la fertilisation organique des sols par le renforcement des capacités des laboratoires et des chercheurs, de former et sensibiliser les populations rurales dans les pratiques de gestion durable des sols, agroforesterie, fertilisation organique des sols. En matière de ressources en eau, l'urgence de maîtriser et améliorer les connaissances des facteurs hydroclimatiques, socio-économiques et environnementaux susceptibles d'avoir une incidence sur la dynamique des ressources en eau et les services qui en résultent. De renforcer les systèmes de suivi qualitatif et des eaux pour prévenir la disparition des cours d'eau, les risques sanitaires et la dégradation de la biodiversité aquatique. D'améliorer la participation et la capacité technique des parties prenantes pour accroître l'accès durable aux services de l'eau. D'initier et mettre en œuvre les projets intégrateurs qui facilitent l'accès aux services des ressources en eau et le bien-être socio-économique, en réduisant la pression sur les bassins versants. En matière de marché de crédits de carbone, l'urgence d'alléger les mécanismes d'accès au marché volontaire et réguler des crédits de carbone pour les pays du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux de la planète. De réclamer des paiements compensatoires justes et équitables aux pays pollueurs pour les services écosystémiques fournis par les forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux au bénéfice des communautés locales gardiennes des forêts. De relever les prix des crédits de carbone forestiers et autres pour les pays du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux à des niveaux qui compensent la manque à gagner due aux efforts de conservation et y associés. De fixer le sort des forêts qui ne sont pas sous programme. De mettre en place et harmoniser des politiques de crédits de carbone dans les pays du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux. De créer et de renforcer les cas échéants dans chaque état des bassins tropicaux une structure capable de mobiliser les fonds carbone. En matière d'énergie, l'urgence d'élaborer les scénarios alternatifs sur le long terme et mettre en place des politiques et stratégies appropriées pour leur mise en œuvre, de privilégier les mix énergétiques, de rendre durable la chaîne d'approvisionnement en bois énergie, d'améliorer les transports de masse utilisant l'électricité et favoriser la production locale des batteries, de promouvoir les énergies renouvelables,
de favoriser l'économie d'énergie par utilisation des appareils et efficacité prouvée. En matière de recherche, développement et renforcement des capacités, l'urgence d'instituer dans les bassins du Congo, en République démocratique du Congo, particulièrement à Yangambi, un observatoire du climat. Contre vents et marées, Eve Bazaïba, sous le haut patronage du Premier ministre congolais Samalou Konde Kyenge, a donc gagné son pari en organisant la pré-COP 27 à Yangambi dans la Tchopo. C'était encore et comme d'habitude un réel plaisir de vous faire vivre ce qu'a été le segment scientifique qui s'est tenu à Yangambi dans la province de la Tchopo en République démocratique du Congo. Si vous avez aimé ce document tel que présenté, dites merci à l'équipe 24 News Agency. Quant à moi, je vous dis au revoir et nous allons nous retrouver très prochainement dans un nouveau numéro de 7 jours en RDC.